À tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Patrolier. Patrolier, ça va être un produit open source de gestion des vulnérabilités et des renseignements autour des vulnérabilités. Je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nicolas Mathioko, je suis de formation un auditeur sécurité, mais depuis 2018, je baigne plutôt dans la partie développement et DevOps autour d'outils de sécurité. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec un très bon client à moi qui est une institution financière française. J'ai été intégré pendant 5 ans dans la Red Team et maintenant je suis dans l'équipe engineering. Donc notre job, c'est de développer et de maintenir des outils, en tout cas tout l'outillage qui est utilisé par la Red Team et la Blue Team. Rapidement, j'ai créé une société qui s'appelle Greenlock Advisory, qui fait de l'audit et du conseil, donc du pen test, de l'assistance RSSI, du SOC, etc. Donc des activités classiques de l'audit, audit et conseil. Et il y a 2 ans, j'ai cofondé une société qui s'appelle Patrol, qui est là pour supporter le développement d'une suite d'outils open source. Donc, il y en a un premier qui s'appelle Patrol, que j'ai eu la chance de présenter ici à Messire, qui fait de l'automatisation et de l'orchestration de scans de sécurité. L'objectif, hein, c'était d'automatiser tout un tas de scanners, de pouvoir remonter les informations dans un cockpit centralisé et de pouvoir gérer tout un tas de vulnérabilités à un seul endroit et surtout pouvoir à un seul endroit établir sa stratégie de cybersurveillance et de suivre toutes les vulnérabilités au quotidien sur ce même portail. Et dernièrement, on a sorti un autre outil. Dernièrement, c'était la semaine dernière, on a réalisé un outil qui s'appelle Patroliers, dont je vais parler aujourd'hui. Et je finis avec les fleurs, on a été la partie Patrol, la société Patrol est neuve de l'année dernière, et on a eu la chance d'être repéré par Webstone, dans le radar des startups prometteuses. Voilà, j'en ai fini pour la partie commerciale. On va partir sur la gestion des vulnérabilités. Je pense que tout le monde qui est connecté à ce talk a entendu parler de vulnérabilités, des difficultés potentiellement à les identifier et à les gérer au quotidien. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Globalement, comment on fait la gestion de vulnérabilité? La première des choses, c'est qu'on va essayer de les identifier. On va essayer de les identifier un peu comme on veut. Des créneaux modernes d'identification des vulnérabilités, c'est d'automatiser tout un tas de choses. L'idée, c'est de pouvoir automatiser la partie inventaire de notre parc et automatiser la recherche de vulnérabilités sur nos systèmes, sur nos applications web, sur nos devices X ou Y. Donc la tendance a été plutôt euh, donnée à l'automatisation. L'idée, c'était de pouvoir faire plus de contrôle. Ah oui, je suis désolé pour la présentation qui est un peu cassée. Sinon, je peux la charger en PDF, mais je vais perdre un peu de temps. Oh, mais ça va aller, je pense. Ok, ça marche. Les gens sont compréhensifs. Merci à vous. L'idée, c'était de faire d'augmenter le nombre de contrôles pour pouvoir couvrir un périmètre plus large, d'avoir de comprendre un peu mieux les vulnérabilités qui étaient portées sur notre parc informatique. Ça s'est on peut encore plus accélérer sur des infrastructures cloud, où là, il faut forcément automatiser les contrôles parce qu'on est sur des IT qui sont, des assets complètement éphémères. Et donc, enfin, la tendance était plutôt à l'automatisation et au fait de faire plus de contrôles. L'objectif aussi, c'était de le faire plus souvent, avec l'espoir de découvrir et de corriger des vulnérabilités au plus tôt, dans un objectif d'efficience. L'idée, hein, enfin, on a tous, un des gros problèmes de la cybersécurité, c'est le manque de talent. C'est hyper difficile d'avoir des gens compétents, motivés, et c'est encore plus dur de les garder.
Donc il faut trouver des combines pour automatiser en gros toutes les tâches à faible valeur ajoutée, pouvoir les automatiser et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et tout ça dans un esprit de compliance et de benchmark. Un des principaux challenges en fait de la gestion des vulnérabilités, c'est quoi? Enfin, vu qu'on va faire plus de contrôles et qu'on les fait plus souvent, eh ben malheureusement ou bien heureusement, ça nous crache tout un tas de vulnérabilités, de findings, de caractéristiques. On a des outils qui scannent dans tous les sens nos assets, qui font des très bonnes choses, qui nous remontent des constats hyper pertinents, mais on se rend vite compte que bah, ça fait beaucoup et c'est quand même beaucoup à gérer. Quand on regarde des rapports de pentest, des rapports de scan de vulnérabilité, et quand on les compile, enfin qu'on les compile un à un, et ben on se rend compte que c'est vite un arbre de Noël, ça clignote dans tous les sens, et se pose une question qui aujourd'hui est complètement essentielle, c'est la recherche d'efficacité. Comment prioriser les choses, vu qu'on n'aura pas les capacités de corriger toutes les vulnérabilités, il faut qu'on puisse corriger en priorité ce qui est, enfin ce qu'on considère le plus important. Alors ça va dépendre de chaque organisation, hein, mais en tout cas, on doit établir une stratégie de priorisation sur les vulnérabilités. Euh, je fais, enfin je vais partir du principe qu'on a identifié les vulnérabilités, qu'on les a, enfin elles sont déjà listées et on doit maintenant les gérer au quotidien. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans une partie de mon quotidien. Euh, c'est tous les matins, on est dans une équipe de gestion d'un insert et on se pose tout un tas de questions sur les nouvelles vulnérabilités qui viennent de sortir. Et on se pose à peu près toujours les mêmes questions. Bah, déjà, des vulnérabilités, ça peut nous venir de différentes sources d'informations. Soit c'est nos abonnements à différentes sources d'informations. On a des équipes internes qui peuvent nous remonter des vulnérabilités ou des partenaires. On va se poser bah, les questions sur la vulnérabilité. Est-ce que bah, déjà s'il y a un logo, s'il y a un site et si le monde en parle, alors forcément il va falloir avoir un traitement particulier parce que c'est potentiellement dangereux, mais deux, il y a forcément notre boss qui va nous demander de rendre des comptes. Donc là on va les gérer en priorité. Les autres questions qu'on se pose, c'est, bah, on va se poser la question sur le score CVSS, on va se poser la question sur est-ce qu'on est vulnérable ou pas. Donc là, on va mener des actions pour dire, ok, est-ce qu'on a la version vulnérable dans notre parc? Est-ce qu'on est exposé sur Internet? Ça aussi, ça va être euh, un critère pas de sélection, mais de décision sur l'urgence à traiter ce problème. Est-ce que cette vulnérabilité, elle est sur un asset qui est un ou plusieurs assets considérés comme critiques? Une des questions aussi assez difficiles à répondre, c'est est-ce qu'il y a un exploit? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la capacité, enfin, on a beau avoir une grosse vulnérabilité identifiée sur nos assets, mais est-ce que on a la connaissance de la manière dont on pourrait exploiter cette vulnérabilité? Est-ce qu'il y a un patch? Est-ce qu'il y a des catalyseurs? Les catalyseurs, ça va être des informations sur est-ce que c'est exploité dans la nature? Est-ce qu'on en parle dans les news? Et quand on a un niveau de maturité un peu plus avancé, on peut se poser la question, est-ce que ce type de vulnérabilité est communément exploité par des threat actors liés à notre secteur d'activité? Et ensuite, on a des questions comme bah, est-ce qu'on s'est déjà fait trouver? Donc, est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir détecter l'exploitation de cette vulnérabilité? Et en fonction des alertes et de notre niveau de compréhension de la menace à un instant T, eh bien, on va prendre une décision. Soit on le gère en crise, soit on le gère en best effort, enfin, enfin, faire pousser la vulnérabilité et demander à ce que ça soit corrigé dans la journée, ou alors on attend la prochaine campagne de patching, ou le cas échéant, eh ben, on fait rien.
Les simples retours qu'on a sur cette démarche, c'est que bah, on voit que c'est un travail d'équipe. Ça demande déjà des expertises qui sont assez différentes et complémentaires, tant par les équipes du CERT, enfin de d'autres équipes sécurité, mais il faut aussi pouvoir rapidement avoir les bonnes informations et les bons interlocuteurs dans les autres équipes IT et dans les équipes métiers pour pouvoir prendre les meilleures décisions dans le temps le plus cohérent possible. Et l'autre gros problème, c'est que toutes ces données, toutes ces métriques, elles ne sont pas statiques. C'est-à-dire que si le matin à 9 heures on se pose, on a répondu à toutes ces questions, bah, potentiellement à 10 heures, les métriques ont changé parce que bah, il y a un nouveau patch qui est disponible ou il y a un nouvel exploit qui a été réalisé et on a un bon niveau on a un bon pressentiment sur le fait que c'est vraiment bien, enfin, ouais, vraiment exploitable, enfin qui marche vraiment bien à tous les coups ou que on s'est fait Enfin, il y a un petit malin qui a essayé d'essayer cette vulnérabilité sur nous, etc. Alors, oui, là, ça se casse un petit peu. Là, on a un peu challengé hein, notre process de gestion des vulnérabilités. Basiquement, enfin, au tout début, on le faisait essentiellement sur le score CVSS. En gros, si c'est inférieur à 7, c'est pas très grave. Si c'est supérieur à 9, enfin, si c'est entre 7 et 9, là, on active les équipes. Et si c'est 9, on a un traitement vraiment particulier sur ce type de vulnérabilité. Là, je vous fais un bref retour sur le score CVSS, juste pour remettre tout le monde, en tout cas, sur le même niveau de compréhension. Puis même si c'est un concept qui est aussi vieux que moi, je pense, euh, ça, ça- c'est toujours intéressant de revenir là-dessus. Le score CVSS, c'est entre 0 et 10. Et en fait, il y a trois vecteurs. Enfin, il y a trois composantes. Le premier, c'est enfin, celui de base, qui va représenter les caractéristiques intrinsèques de la vulnérabilité, typiquement les prérequis d'exploitation et l'impact sur les critères CID. On a aussi un vecteur qui est plutôt temporel, qui va représenter les caractéristiques de la vulnérabilité dans le temps. En gros, est-ce qu'il y a un exploit, est-ce qu'il y a un patch, est-ce que c'est confirmé, enfin, en gros, ce type de questions. Et une composante environnementale. En gros, cette vulnérabilité, elle a beau être critique, mais qu'en est-il des assets vraiment touchés par cette vulnérabilité? Et ça, on va le qualifier en termes d'exposition, de distribution et de criticité. Globalement, le score CVSS, c'est devenu la référence pour tout le monde, enfin pour les vendeurs et les chercheurs en sécurité ou les équipes IT en général, c'est vraiment adopté par tout le monde. On a quand même quelques petits, le, le petit souci de ce score, c'est justement que c'est un score, c'est un chiffre. C'est un chiffre qui n'est pas toujours contextualisé ou contextualisable. Et, euh, et au final, c'est le résultat d'une équation qui permet de dire est-ce qu'on va pouvoir gérer, est-ce qu'on va devoir gérer cette binarité en priorité ou pas. Ce qui peut emmener à un certain non-sens, comme la cotation de Heartbleed, où la cotation de Heartbleed, c'était initialement à 5.0. Donc, potentiellement, dans notre équipe, on ne l'aurait pas géré en priorité. Enfin, s'il n'y avait pas eu de logo ou de site, si on s'en était tenu strictement au score CVSS, bah, ça aurait été juste une vulnérabilité comme une autre, comme une fuite d'informations sur un outil complètement inutile. Et donc là, on se repose la question, si on base tout notre process de gestion des vulnérabilités sur un chiffre et avec un niveau de confiance qui est tout à fait relatif, est-ce qu'on est vraiment efficace? Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Eh ben, on peut potentiellement faire mieux, mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est bien utiliser ces scores CVSS, en tout cas la stratégie qui a derrière.
Pour ça, on va essayer de revoir, enfin, on va essayer de reprendre tous ces composantes et on se dit, si on arrive à identifier chacun des composants et à maintenir et à avoir une vue la plus à jour et la plus précise et la plus, euh, comment dire, et la plus réaliste de ces métriques, alors ça pourra nous servir. Et donc, l'idée, hein, c'est de pouvoir gérer tous ces critères. Donc, la partie exposition, la disponibilité d'un patch, l'âge de la vulnérabilité, est-ce que c'est facile à détecter, à découvrir, etc. Là aussi, la partie temporelle, on va le passer. Ça aussi, j'en ai parlé. Juste, ouais, j'en parle juste après. Globalement, on va reprendre tous ces critères de priorisation sur la vulnérabilité, sur la menace et sur les assets, et on va reprendre un peu toutes ces métriques pour pouvoir se poser les questions, en tout cas la décision de gérer une vulnérabilité dans un modèle de crise ou juste un processus normal, enfin accéléré ou normal. Là, j'ai un petit quiz pour vous. Alors, encore une fois, je suis désolé de l'alignement et des non-méfaits sur les slides. Là, l'idée, c'était de vous présenter bah, un, un cas d'utilisation. C'est on a trois vulnérabilités qui est présentée ici. Et malheureusement, et c'est une réalité, hein, enfin forcément qui est poussée à l'extrême, c'est qu'on n'a pas enfin, on a uniquement les ressources pour traiter une seule vulnérabilité. Et là, l'idée, c'est de se dire, bah, quelle vulnérabilité va-t-on corriger en premier? Enfin, va-t-on corriger? Est-ce que ça va être, donc si on s'en tient au strict score CVSS, enfin je vais reprendre rapidement les vulnérabilités. La première vulnérabilité, c'est une vulnérabilité avec un CVSS à 10, c'est exploitable à distance, c'est uniquement exploitable enfin, sur un asset, un, un, accessible sur le réseau interne. C'est malheureusement un asset critique, mais il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas d'exploit disponible, en tout cas de manière publique ou facile. Le patch est disponible et on n'en parle pas dans les news. Ou alors on fait dans la deuxième qui est moins grave mais qui est exposée sur Internet et il y a un patch. Ou la troisième qui est plutôt grave mais qui est pas accessible en remote et par contre qui est exposée sur Internet, il y a un patch. Enfin, il y a un exploit mais pas de patch. Donc là, à votre avis, et là peut-être on peut utiliser le chat rapidement, laquelle enfin vous corrigez enfin, vous pensez qu'il serait le plus utile de corriger en premier? Alors, je crois qu'on peut faire un sondage ici. Hop, ABC. Ouais, voilà. Alors oui, forcément, ça dépend, hein. Tu vois, je prends forcément des biais. Donc là, pour l'instant, il y a plutôt la vulnérabilité 2 qui se dégage, ou la vulnérabilité E présente. Non, bah, et globalement, enfin, je suis plutôt d'accord avec la majorité. Ça va être la vulnérabilité qui est pas forcément exploitable, enfin, il n'y a pas forcément le score CVSS, le plus haut, mais par contre, elle est exploitée sur Internet, en remote, et il y a un patch, enfin, il y a un exploit disponible. Alors là, enfin, en gros, c'est pas forcément la vulnérabilité où il y aura l'impact le plus sévère, mais par contre, il y a une probabilité d'occurrence qui n'est pas des moindres. Et donc finalement, si on considère ces différentes métriques, si on considère que la combinaison c'est Internet, c'est remote exploitable et il y a un patch enfin, qui est disponible, eh bien, bah ça va être, enfin ça va être celle-ci qu'on va traiter en priorité. Alors j'essaie de supprimer le le sondage que j'ai lancé, donc c'est pas grave.
Et donc là, pour ces trois vulnérabilités, c'était assez simple. Le traitement se fait plutôt bien. Faut-il encore avoir les bonnes métriques, enfin la bonne valeur des bonnes métriques. Mais en fait, ça c'est vraiment un cas d'école. Mais quand on se pose enfin dans la vraie vie, il n'y a pas une seule vulnérabilité à gérer par jour. Il y en a des dizaines, des centaines, et ça change, ça change tous les jours. Donc là, l'idée pour nous, c'était de se dire, bah si on veut vraiment monter en maturité, enfin, augmenter notre niveau de maturité dans notre processus de gestion des vulnérabilités, eh bien, il nous fallait changer un peu notre manière de travailler. On a un autre, des autres questions sur les exploits et sur les menaces, enfin, les informations qu'on a sur les menaces. En fait, c'est complètement disparate. Enfin, déjà l'information, elle est pas toujours simple à avoir. Elle est potentiellement disponible sur tout un tas de réseaux, mais il faut-il encore avoir un niveau de confiance acceptable. Il y a des exploits qui sont partagés tous les jours sur GitHub, sur Twitter, sur des passe-bin, mais quel va être le niveau de confiance qu'on va pouvoir avoir sur ces informations-là. On a aussi un souci de format. Euh, les... En fait, ce qui va être intéressant pour nous, c'est pas forcément d'avoir l'exploit en tant que tel, c'est d'avoir l'information que cet exploit est disponible et que un attaquant avec des moyens qu'on serait capable de qualifier serait capable de nous attaquer. Et sachant qu'un exploit, ça peut prendre un exploit ou une information sur la manière dont on va exploiter la vulnérabilité, ça peut être un script en différents langages. Ce script, il peut juste faire de l'identification de vulnérabilité, il peut aussi faire de l'exploitation, ça peut être un blog post, ça peut être un write-up sur HackerOne, ça peut être une vidéo, un tweet, un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est complètement, il y a des formats qui sont complètement différents. Quel va être l'âge de cette vulnérabilité, de cet exploit aussi. Si cet exploit existe depuis longtemps, on pourrait se poser la question de niveau de maturité et de son intérêt pour les attaquants. En gros, plus un exploit existe depuis longtemps, plus il a de chances d'être utilisé, etc. Donc, à travers tous ces challenges et notre volonté de nous améliorer sur cette partie-là, on a lancé l'initiative de Petrolier, qui a aujourd'hui pour objectif de monitorer des vulnérabilités, d'améliorer la vitesse à laquelle on va pouvoir avoir les mises à jour sur les différentes métriques sur nos vulnérabilités et surtout de pouvoir partager ces vulnérabilités et les métriques avec les différentes équipes. Aujourd'hui, dans les équipes sécurité, on a déjà des multiples sources d'informations. On va récupérer des informations sur NVD pour les CVE et les CVE, sur ExploitDB, sur PacketStorm, Metasploit. On va faire des recherches dans GitHub, on va regarder sur Vulnerx, etc. Pour les plus vieux, on allait sur CVE Details pour avoir des informations sur les exploits, ou même sur Security Focus dans l'onglet exploit qui nous disait currently no exploit available, etc. Donc on avait différents outils différents outils aussi, sites ou sources d'informations qu'on allait solliciter tous les jours ou à la demande quand ça pouvait, quand ça nous intéressait. Et ben l'idée c'est de pouvoir centraliser des accès à ces informations-là et qu'on ait un outil qui fasse tout ça pour nous tous les jours, toutes les heures, aller scraper les mises à jour sur les différentes sources d'informations, de pouvoir les formater dans un seul format et de les mettre à disposition des équipes sécurité. Donc Patrouilleur, c'est ça, tout simplement. Alors la version la plus bête, c'est de se dire que c'est une base de données de vulnérabilité, donc des CVE, des CPE, des CW, qui est des identifiants de vulnérabilité, de produits ou de vulnérabilité, comment dire, de techniques de vulnérabilité.
On gère aussi des vulnérabilités sans CVE. Typiquement, les vulnérabilités associées à des packages gérés par NPM, Maven, Nugget, etc. On va aussi gérer tout un tas d'exploits dans divers formats disponibles. Donc ça va être des POC, des scripts, des références vers des blog posts, des black papers, etc., etc. On va aussi référencer tout un tas de news sur les vulnérabilités qui permettent de répondre bêtement à la question, bah, est-ce que c'est exploité dans la nature ou est-ce qu'on en parle dans les news? Et enfin, on va aussi gérer des vendors, des bulletins des éditeurs pour avoir plus d'informations sur les vulnérabilités. Ça permet de monitorer des vendors, des produits, des packages et des vulnérabilités, mais surtout de pouvoir traquer les mises à jour. Typiquement, si on sait qu'on a euh, du, du Tomcat, on va monitorer Tomcat et dès qu'il y aura une nouvelle vulnérabilité sur Tomcat, on sera notifié par Slack, par email, ça va pouvoir générer des logbooks ou quoi. Et voilà, on peut mettre sous surveillance un certain nombre de vulnérabilités et de traquer les changements. Typiquement, on a une vulnérabilité avec un CVSS à 5 sur un produit X. On va la mettre sous surveillance parce que ça nous intéresse. Et dès qu'il y aura un exploit disponible ou une métrique qui va changer, et bien là, on va être notifié, ce qui va nous permettre de mettre à jour notre processus de décision, de gestion de la vulnérabilité. On a aussi un module de collaboration. Bah, typiquement, on va gérer plusieurs utilisateurs et vont se partager des infos sur les vulnérabilités. Du scoring, mais qui se base essentiellement sur du score CVSS. Et le dernier point, c'est que toutes ces applications-là, l'application est accessible en web et en REST API, ce qui permettrait, euh, comment dire, à des outils tiers de pouvoir utiliser Patroliers comme une base d'information qui viendrait enrichir bah, des données ou des vulnérabilités qui ont été identifiées par un produit tiers. Alors, peut-on se connecter sur une CMDB comme source d'infos? Aujourd'hui, alors c'est marrant, c'est que depuis une semaine qu'on a sorti l'outil, je crois que c'est la question numéro un. C'est est-ce qu'on peut se mapper avec un outil d'inventaire? Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, aujourd'hui, on peut le faire, mais pas directement. Enfin, à très court terme, en fait, on a mis à disposition une API qui permet bah, de, de mettre sous surveillance des produits des vendeurs, des vendeurs des produits, des vulnérabilités, des packages, mais ou alors on peut faire une liste en comment dire, un fichier CVSS, on va le charger, et là ça va être plutôt manuel. Mais la partie interconnexion avec une CMDB, c'est clairement des prochaines étapes qu'on va devoir mettre en place. Mais aujourd'hui, techniquement, il y a vraiment rien qui nous en empêche. Le S, il est perdu, le pauvre. Donc, en synthèse, Patrolier, ça permet de faire du monitoring en continu. On va pour ça aller récupérer des informations sur NVD, mais aussi sur tout un tas de sources d'informations qui nous permettent d'avoir des idées sur les vulnérabilités, de packages de pipe, de NPM, Nugget, de WordPress, de Ruby, etc. Et on va aussi récupérer des informations sur les classiques, hein, SpotDB, Talos, Packetstorm, mais aussi sur HackerOne, sur Seabug, mais aussi sur GitHub Security Advisory. On va récupérer potentiellement des vulnérabilités, mais aussi des exploits associés. On va aussi s'intéresser à des vendors. Et, euh, et en fait, au-delà de tout ce qu'on peut faire de manière automatique, il y a aussi une recherche, enfin une surveillance qui est faite par nos équipes pour, surveiller un peu les vulnérabilités, les exploits qui ne seraient pas forcément bien référencés par les outils classiques. Et donc là, c'est de la surveillance sur GitHub avec qualification des exploits, de la surveillance sur Pastebin pour, pour des raisons X ou Y.
et ou alors sur Twitter avec en regardant un peu les différents liens qui peuvent s'échanger autour de vulnérabilités. L'idée, hein, c'est de pouvoir détecter au plus tôt un exploit et de pouvoir l'associer à une vulnérabilité déjà connue. Si on parle un peu technique, enfin, très rapidement, votre lire, je commence par la droite, ça repose sur une base de Django. On aime bien ça. C'est Django, ça va être du Python avec un front en Vue.js. La base de données, c'est du Postgres. On a forcément de l'asynchrone qui est géré avec du CRI, RabbitMQ. Et aujourd'hui, on propose plusieurs types de déploiements. Ça va être du Docker Compose ou via Ansible. Vous pouvez aujourd'hui télécharger et tester l'application. Vous aurez aussi les données. Là aujourd'hui, c'est joli, enfin c'est sympa d'avoir un outil, mais il faut aussi encore avoir l'outil qui se met à jour automatiquement. Et ça, en fait, c'est le principe du repo Patrolier's Data. C'est là où on va récupérer des informations sur les CVE, CPE, etc. Mais aussi sur des informations qui nous sont fournies qui sont fournies par le Circle, qui fait déjà des cross-références entre des vulnérabilités, des bulletins et des exploits. Aujourd'hui, donc ça c'est déjà public. Aujourd'hui, on a un autre repo qui n'est pas, enfin qui est privé à ce jour, qui est notre outillage pardon, qui nous permet de récupérer les informations sur les différents sites pour les exploits et pour les vulnérabilités. Et c'est là aussi qu'on va maintenir la liste de tous les exploits qu'on a pu qualifier et insérer dans la base. Et enfin, on a un dernier repo qui s'appelle Patrolist for P, qui est la librairie Python et enfin, le client qui permet d'interroger directement Patrolist. Les utilisateurs, typiquement, on s'adresse quand même essentiellement à des équipes sécurité, donc ça va plutôt être des RSSI, des DevOps et aussi des développeurs, vu avec le support de package, le support de vulnérabilité lié à des packages NPM, JS etc. Et globalement à toutes les équipes IT qui seraient intéressées sur la gestion de vulnérabilité. Aujourd'hui, donc on a sorti la V0, enfin la V1.0.0 lundi dernier. On sait, enfin là je vais partager, alors je suis désolé, ça, enfin c'est un peu dégueu sur l'écran. Aujourd'hui, on avait trois grandes limitations. La première, c'était le délai de publication des CVE. Aujourd'hui, il y a une désynchro entre NVD, qui est la source officielle la source officielle de CVE, et les bulletins des éditeurs. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bulletins, d'éditeurs qui fournissent plus d'informations sur leur CVE avant que ça soit référencé sur NVIDIA. Et donc, ça nous impose de devoir nous connecter, enfin, de récupérer ces informations-là au bon format chez les éditeurs. Le deuxième, c'est qu'on supportait pas le SSO, donc on supporte pas la partie ADFS et LDAP, mais ça c'est un développement qui est en cours et qui est pas très long. Et aujourd'hui, on va supporter essentiellement des vulnérabilités qui ont des CVE ou qui sont associées à des packages avec des vulnérabilités connues. Un des projets, en tout cas des grandes velléités, c'est de pouvoir se dire, on va essayer de générer des vulnérabilités qui ne sont pas liées à des CVE et notamment pouvoir réimporter des vulnérabilités liées au CNNDD, comment dire, c'est l'équivalent chinois des CVE qui eux aussi qui parfois font des cross-références vers les CVE, mais qui ont aussi des informations sur les vulnérabilités qu'on pourrait exploiter. Et grâce à la magie de l'autotranslate de Google, parfois, même si si le blog post est en chinois, mais que le code est en anglais ou dans le langage natif, c'est quand même utilisable, enfin exploitable par l'analyse pour se dire,
Ok, ça c'est la vulnérabilité, je sais comment l'exploiter. Enfin, ouais, là j'arrive dans la présentation. Globalement, ce que je voulais partager avec vous, c'est que Patroliers, c'est un outil qui vise à rationaliser les efforts de gestion de vulnérabilité, essayer de supporter un processus de gestion qui va être le plus efficient possible. C'est un produit qui est open source, qui est complètement orienté vers des API REST, même si il y a même si on propose un front web. De notre côté, on a pour objectif de continuer à animer la communauté pour pouvoir prendre les feedbacks de tous les utilisateurs, de prendre les contributions, de retirer les soucis qu'on aurait pu identifier, de pouvoir aussi le mapper avec le framework MITRE-ATT&CK et de faciliter les intégrations avec les autres outils. Typiquement avec Patrol Manager, enfin, c'est l'autre outil de la suite de Patrol. L'idée, c'est de pouvoir se dire, Patrol Manager, on va pouvoir lancer des scans de vulnérabilité sur nos assets et on a déjà la visibilité sur son niveau d'exposition, sur sa criticité et sur la distribution. Et donc, si on map ces informations, ces métadonnées-là, avec toutes les métriques sur la vulnérabilité, sur la menace remontées par un Patrolier à un seul endroit, eh ben, on aura un outil magique qui nous permettra à la fois d'identifier des vulnérabilités, mais aussi de prioriser automatiquement les vulnérabilités qu'on va devoir traiter au quotidien. Et le dernier point, c'est de fournir une version SaaS de l'outil. Et il y aura, enfin, sans, sans trahir de secret, il y aura aussi une version free. Enfin, il y aura un plan free qui permettra d'accéder à toutes les informations qu'on a. Il y aura juste des limitations sur les fonctionnalités. Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps pour une rapide démo ou je peux déjà commencer à répondre aux questions par là. Rapidement, puis on peut poser des questions en même temps. Vas-y, je préfère que tu fasses la démo, comme ça je ne coupe pas l'enregistrement. Alors. Est-ce que est-ce que vous voyez mon écran encore? On voit toujours Showtime. Et là? Non. Toujours Showtime. Arrête peut-être la présentation. Ouais. Pour avoir le partage d'écran. Là, voilà. c'est bon. Voilà, on voit ton écran. Ok, donc voilà rapidement à quoi ça ressemble. Donc on a somme toute, l'affichage est assez classique, hein. L'idée, c'est que c'est surtout les données qu'il y a derrière et la facilité d'utilisation qu'on va en avoir. L'idée, c'est qu'on va pouvoir monitorer des vendeurs des produits, des packages. À partir de là, on aura la liste des vulnérabilités associées. Typiquement, on va récupérer les informations sur la vulnérabilité. S'il y avait un exploit connu, on l'aurait identifié ici. Et on aura aussi des informations sur la menace. Donc, est-ce que c'est exploitable, enfin, est-ce qu'on en parle dans les news, etc. Et on va aussi proposer le score qui va être mis à jour. Typiquement, si on voulait surveiller Big Blue Button, je sais pas, hop, c'est l'outil qui permet de faire la visio. Ah, je sais pas si c'est ça. Bon, c'est pas grave. On va en choisir un. Disons que c'était ce vendeur-là. On va pouvoir monitorer ce vendeur. Et donc là, la prochaine fois qu'il y aura une vulnérabilité ou qu'il y aura un exploit sur ces vulnérabilités-là, et ben on sera notifié. Là, typiquement, sur cette vulnérabilité-là, on voit qu'on a deux exploits, que c'est exploité, comment dire, que c'est exploitable à distance et que par contre ça requiert une authentification.
Là, on va avoir la liste des références vers les exploits. Parfois, on a juste des liens vers les vulnérabilités, ou alors on a l'exploit tout fait qu'on a récupéré ici. Et ça, on va pouvoir gérer avec la liste de tous les vendors et les produits qui sont référencés avec des CPE. Et par contre, sur la liste des packages, là, en fait, on s'appuie sur tout un tas d'outils, enfin d'outils de bases de vulnérabilité qui nous permettent de référencer enfin, qui référencent ces vulnérabilités-là. Parce que aussi bien les CVE, c'est plutôt bien fait, il y a une base centralisée, autant les vulnérabilités sur les packages, et ben là, enfin, c'est assez disparate. Par hasard, un exemple d'éditeur vraiment choisi au hasard. Par exemple, SolarWinds. SolarWinds, ah, ah oui, non. Hop, SolarWinds. Donc là, oui, il y a du monde, hein. C'est du monde au balcon, comme qui dirait. Euh, donc là, on va avoir les vulnérabilités sur tous les produits de SolarWinds. Si on voulait avoir une vue que sur un produit, je sais pas, t'en as un en tête là? Orion, mais alors vraiment pas du tout lié à l'actualité, hein. C'est vraiment bizarre ça. Ah, par contre, potentiellement, il est à plusieurs endroits, c'est pas Ah, c'est grave. pas Network Atlas, non? Je sais plus. Le truc, c'est que vu que ça, on s'appuie sur les CPE, c'est pas toujours bien référencé et consistant d'un CVE à l'autre. Mais bon, c'est pas grave, on va déjà avoir tout un tas d'infos. Euh, SolarWinds, c'était lequel, tu me dis? C'était Orion Atlas, je suis pas sûr. Orion Network Atlas, non? Ou Trafic. Non, alors, si t'as un doute. De tous les exploits associés à SolarWinds, déjà, bon, voilà, on va y avoir accès ici. Je pense que c'est celle-là la principale vulnérabilité. Et là, on a déjà des informations sur la vulnérabilité. Et je vous emmène directement au bon blog post qui va nous en parler. Orion API. Tac. Là, pareil, ZDI qui en parle, avec des informations plutôt détaillées sur la manière de l'identifier, et parfois aussi donne les IOC ou les patchs. On l'a, non? Voilà, globalement, c'est dans la version la plus pure, on va dire. Ça permet de surveiller les vulnérabilités sur les produits, enfin les vendeurs, les produits, les packages, ou alors de suivre les changements sur les vulnérabilités pour pouvoir être notifié au plus rapidement sur leur existence, mais aussi sur la présence d'exploits. Là où, alors on peut, si je peux parler librement de concurrence, il y a des outils qui permettent déjà de faire ça, enfin de faire ça, de gérer des vulnérabilités. Je pense à OpenCVE ou l'outil du Circle, qui s'appelle CVE Search, qui est vraiment génial, qui fait déjà aussi de la collecte d'exploits. Là où on va être mieux, entre guillemets, c'est en termes de sources d'informations où là, en fait, on a développé des scrappers qui vont récupérer des informations vraiment dans pas mal dans pas mal enfin, dans pas mal de sources et qui vont les faire de manière, enfin, je crois que c'est toutes les heures, on a un tour complet de toutes les sources qui est fait pour voir les updates, plus les vulnérabilités qu'on ajoute nous manuellement.
et la partie, la partie REST API qui nous permet de s'interfacer vraiment facilement avec tout type, tout type d'outils pour pouvoir enrichir les éventuelles données qu'on voudrait sur les vulnérabilités. Hop là, bah, typiquement, voilà, ça, on a une vulnérabilité sans CVE sur un package. C'est vrai que la situation sur des plateformes, c'est assez compliqué à gérer. Alors, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé, j'ai pas répondu à toutes les questions Ah ouais, attends, on va couper l'enregistrement.